Florence Le Campan, titulaire de la chaire de journalisme à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. Auparavant, a beaucoup participé au développement de l'école de journalisme de l'IUT de Lannion. Et Florence a travaillé, entre autres, avec Denis Ruelland sur les émotions et des journalistes de terrain, entre autres, mais pas seulement. Et puis, actuellement, elle est sur une étude concernant les violences plus au sein des rédactions. Et c'est de tout cela dont elle va nous parler à travers sa carte blanche pour une vingtaine de minutes. Et je te laisse la parole, Florence, vas-y. Merci beaucoup et merci très sincèrement pour l'invitation et la possibilité qui m'est offerte d'aborder ce thème autour des violences et des risques du journalisme. J'ai choisi de concentrer cette carte blanche sur la question justement de la violence et surtout de sa nature structurelle en journalisme et de la façon dont elle interroge encore et toujours le rapport au métier, les identités professionnelles et les pratiques. Donc, cet intérêt pour les questions de violence est né, tu l'as dit Hervé, de discussions avec Denis Ruelland, que vous connaissiez bien, et qui vers 2013 s'intéressait déjà aux reporters de guerre et à leur confrontation à la mort, aux risques encourus. Et cet intérêt, en fait, nous a mené à faire une analyse de l'attachement des journalistes à leur métier, un attachement qui passe notamment par les émotions ressenties, des émotions qui sont recherchées, qui traversent les corps, les vies et qui laissent des traces. Et on a alors proposé dans l'ouvrage Émotions de journaliste de concevoir que les émotions seraient le motif de l'activité journalistique. Et ce que l'on a essayé de démontrer, c'est que ressentir est pour le journaliste ce qui l'anime, l'engage, le rend dépendant, le perturbe et parfois le force à arrêter. Mais l'émotion ressentie par l'individu n'est pas seulement un attrait du métier. Elle est ce qui construit profondément l'acte journalistique, permet de le faire et contribue à le rendre possible et productif dans le processus de l'information. Et dans ce cas-là, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est comment l'émotion est non seulement un motif, mais un moyen du journalisme, comme métier choisi et mis en œuvre. Et on a en fait proposé un néologisme qu'on a appelé l'émotricité, par lequel, en fait, on essayait d'expliquer deux mouvements d'un même moteur, le fait que ce moteur tourne et qu'il entraîne. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'émotricité et l'émotion, en fait, elle est motrice, car elle incite à faire et elle permet de faire. Et cette émotricité semble alors ce qui permet de résister aux risques encourus, parfois même de les apprécier, voire d'être en alerte pour se protéger. Mais parfois, l'émotion, elle est aussi la raison qui fait qu'on s'arrête, qu'on arrête de faire du journalisme et qu'on quitte le métier. Et si je poursuis, et j'y reviendrai, cette émotricité peut nous permettre aussi d'appréhender la violence, de l'éviter, de se protéger ou encore de l'utiliser. Donc un second intérêt pour les questions de violence vient de la recherche réalisée avec Manon Libert de l'Université de Mons, Lise Ménalque de l'ULB et l'Association des journalistes professionnels. Cette recherche entendait en fait au départ répondre à une question qui nous semblait très simple, mais qui a évidemment des réponses très complexes. La question, c'était comment se fait-il, alors que nous formons dans les 4 masters en journalisme francophone de Belgique davantage de femmes que d'hommes, elles sont aussi majoritaires à l'entrée du métier, qu'elles ne représentent finalement qu'un tiers des journalistes en Belgique francophone. Et lorsque nous avons commencé cette enquête en 2018, nous n'avions aucunement l'intention, ni même, soyons honnêtes, l'intuition d'une telle déferlante de témoignages faisant état de rapports de domination et de violence organisationnelle. Ces rapports, évidemment, ne concernent pas uniquement les femmes. Il y a de nombreux hommes qui ont aussi témoigné de situations douloureuses, mais les violences racontées par les femmes ont ceci de particulier que presque chaque journaliste femme pouvait, à un moment ou à un autre, évoquer, pour elle ou pour une collègue, des situations de ce type. Et ce que l'on a vu, c'est que ces violences sont multiples et liées aux ségrégations évidemment horizontales et verticales, à la charge mentale, à du harcèlement, à des discussions à caractère sexuel non voulu, à des discours dénigrants, à des usages de surnoms, à des formes d'infantilisation, à des avances non sollicitées, à des contacts physiques non sollicités, à des pressions récurrentes. Et tout ça de la part de collègues, de la hiérarchie, des sources et parfois des publics. Et donc, ces violences dans le monde journalistique belge ont été énoncées de façon si intense qu'elles font même maintenant l'objet d'un travail de recherche de doctorat que mène notre collègue Elena Loison.
Et cette recherche analysera notamment les violences organisationnelles sur les personnes, sur les femmes, sur les personnes racisées, sur les journalistes précaires et surtout dans le quotidien du travail qui s'exprime au travers des modalités d'embauche et de construction des carrières, dans les conditions de travail, dans les relations professionnelles dans les organisations et qui se traduisent notamment par du sexisme, du harcèlement ou des périodes de burn-out pouvant conduire au départ du métier. Et je pense que sur ce sujet-là, Jean-Marie Charon, en fait, nous en parlera de façon plus approfondie tout à l'heure. Je vais par ailleurs laisser de côté un autre pan de recherche passionnant centré sur les violences telles qu'elles sont médiatisées par les journalistes. Autour des questions comment médiatiser la violence, quelles sont les paroles, quels sont les effets, quelles sont les interprétations, comment raconter par exemple les violences envers les femmes, envers l'insécurité, envers la mort, envers l'inceste. Mais je vais laisser en fait à d'autres le soin de poursuivre cette voie. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de croiser les deux recherches sur les émotions et les femmes journalistes belges francophones, car elles m'interpellent très sincèrement sur le métier, sur les conditions de sa réalisation, sur le monde dans lequel nous entraînons nos étudiants et sur lequel nous portons nos regards de chercheurs. Nous avons d'ailleurs collectivement proposé de travailler ces rapports de violence et du journalisme dans le cadre du colloque Méjor sur les mutations structurelles du journalisme qui finalement se déroulera en juillet prochain à Valenciennes. Mais pour cette carte blanche, je souhaitais parcourir avec vous un cheminement de pensée alors qui n'est pas tout à fait fini, qui évidemment mérite débat, mais qui débute par une tentative d'objectivation des violences et qui tente d'en trouver le sens et ses dynamiques. Donc, si je commence par mon premier point sur l'objectivation des violences, je pense qu'on doit prendre en compte deux grands ensembles de violences qui coexistent dans les mondes du journalisme. Le premier ensemble pourrait être identifié, et Hervé, tu l'as évoqué tout à l'heure, comme étant issu de violences dites extérieures. Celle-ci, elle renvoie aux agressions physiques sur le terrain. C'est vrai sur des terrains dangereux qui entraînent parfois aussi la mort. C'est vrai dans le quotidien au sein d'une manifestation ou lorsque le journaliste dérange des entre-soi politiques, économiques ou mafieux. La Fédération internationale des journalistes recense ces violences et montre d'ailleurs très bien, et je pense qu'Anthony Bélanger, son secrétaire général, l'abordera tout à l'heure, que les formes de violence ne sont pas toutes les mêmes. Elles ne sont pas partout les mêmes. Ces violences physiques, ces agressions, ces enlèvements, ces séquestrations, voire ces assassinats sont évidemment intriqués avec les contextes politiques, avec la plus ou moins grande bienveillance des États envers les agresseurs et les situations d'agression. Quand ce n'est d'ailleurs pas l'État lui-même ou les États eux-mêmes qui sont des agents violents envers les journalistes. On peut penser aux séquences des discours de Jair Bolsonaro ou encore aux permissivités plus ou moins grandes accordées aux forces de police dans certains pays. Ces actes de violence sont répertoriés. Ils sont parfois pris en charge en amont par des formations qui visent à apprendre aux journalistes à se protéger. Ces risques, ces actes de violence font peur aux assurances. Ils inquiètent les médias qui, finalement, parfois abandonnent leur poste de correspondant permanent dans certains endroits et se reposent alors sur la bonne volonté de journalistes indépendants qui prennent alors de gros risques. Ces violences sont donc visibles, elles sont reconnues et elles sont dénoncées pour la plupart. Elles s'attaquent à la liberté de la presse, à la circulation de l'information, au droit du public à l'information, à la liberté d'expression. Et à cet ensemble de violences extérieures s'adjoint maintenant un discours de haine anti-journaliste, tu l'as évoqué Hervé, et anti-média, qui est d'ailleurs très bien décortiqué dans un dernier article de nos collègues Arnaud Mercier et Laura Amigo dans la revue Mo. Mais dans ce discours de haine, il faut aussi prendre en compte la question du cyberharcèlement des journalistes et surtout des femmes journalistes. De nombreuses études académiques ont vu le jour sur ce sujet ces derniers temps et concernent le cyberharcèlement et les relations avec les publics, les femmes journalistes sportives. Mais elles révèlent surtout un mouvement transnational qui concerne vraiment des femmes journalistes dans de nombreux pays du monde. En Belgique, on mène d'ailleurs actuellement, avec le chercheur Sylvain Malcor et l'Association des journalistes professionnels, une enquête sur la manière dont les entreprises médiatiques accompagnent et surtout réagissent en mettant ou non en place des procédures d'alerte, de suivi et de réaction à ces harcèlements en ligne de leur personnel. Jusqu'ici, la recherche ne montre pas une prise en charge active de ces problèmes. Les journalistes sont souvent laissés seuls et acculés à fermer leur compte. C'est ce que dénoncent d'ailleurs deux journalistes reconnus en Belgique francophone, Florence Hainaut et Myriam Leroy, dans un documentaire qui vient de sortir et que je vous encourage à regarder, intitulé « Sale pute », qui dresse un état des lieux des discours de haine en ligne, notamment envers les femmes médiatiques. Le second ensemble de violences concerne les violences organisationnelles. On les a évoquées tout à l'heure. Les atteintes à l'intégrité et les mises en danger
dans les organisations médiatiques. Et ces mises en danger ont été très peu étudiées. Or, les niveaux de violence sont multiples, sociales, en milieu de travail, organisationnels et hiérarchiques. Des faits et des comportements de violence sont observables. Certaines normes et cultures de référence encouragent ou légitiment ces actes. Et les impacts sur les journalistes et les personnels de rédaction sont rarement mesurés par les chercheurs. Les syndicats et unions professionnelles le faisant sporadiquement, notamment sur la violence au travail. Ces violences concernent tout autant la gestion des carrières que la façon dont les personnels sont traités. Si on prend les violences qui concernent les femmes, les précaires, les personnes racisées ou enfin le monde étudiant, les difficultés rencontrées par les femmes journalistes sont de plus en plus expliquées et analysées. En France, vous avez évidemment les travaux de Béatrice Damian-Gaillard, de Jenny Saïta, de Sandy Montagnola, qui ouvrent de nombreuses voies. C'est aussi le cas dans le monde anglophone, avec de nombreux travaux, que ce soit sur le harcèlement sexuel en rédaction ou sur la place des femmes dans le monde médiatique. Les difficultés aussi dans un autre pan des journalistes précaires sont aussi bien documentées. La précarité est évidemment un facteur d'angoisse et de stress pour un ensemble de travailleurs des médias. Et même si le statut est parfois choisi, il n'en reste pas moins que les conditions matérielles, les modes de contractualisation, la flexibilité demandée, la mobilité territoriale ou de compétences sont de puissants moteurs qui instabilisent et déstabilisent les travailleurs. En Belgique, la petitesse du marché du travail et l'extrême interconnaissance des mondes médiatiques rendent la situation d'autant plus complexe. Les marges de manœuvre sont étroites pour celui ou celle qui voudrait revendiquer une amélioration des conditions de travail et associer ces conditions au ressenti et à la dénonciation de la violence au travail et par le travail. Même étroitesse de marge de manœuvre quand le ou la journaliste a des origines diverses. Les médias belges sont produits non seulement majoritairement par des hommes, mais de fait par des hommes blancs. Les questions de diversité dans les médias sont devenues un enjeu en Belgique depuis une quinzaine d'années. Elles prennent d'autant plus d'importance actuellement que des associations militantes de citoyens et citoyennes, mais aussi de travailleurs des médias belges, issus de groupes minorisés, se mobilisent ou se structurent. Que l'on pense par exemple à une association qui s'appelle Media and Diversity in Action, qui vient d'être créée en Belgique, mais que l'on pense aussi à des baromètres de la diversité dans les contenus médiatiques qui commencent aussi à exister, notamment dans la presse magazine belge. Dans les faits, les personnes issues de groupes minorisés, quand elles parviennent à s'insérer dans le marché médiatique, sont très peu visibles, n'occupent pas de position hiérarchique importante, ou alors très rarement, et surtout semblent quitter le métier relativement rapidement. Le livre de la Française Alice Coffin, Le génie lesbien, est un exemple patent et ne doit pas masquer le ressenti quotidien de centaines d'autres journalistes qui vivent en silence un ensemble de discriminations. Il est clair en tout cas que les entreprises médiatiques belges francophones commencent à se rendre compte du problème de la diversité dans leurs salles de rédaction, puisque tant les instances ministérielles que les responsables de rédaction ont commencé depuis 2 ans à solliciter les formations au journalisme pour tenter de trouver des solutions, avec en arrière-fond l'idée qu'en renouvelant les figures de leurs journalistes, ils pourraient en fait rajeunir leur public, ce qui est du coup toute une conception. En Belgique, nous avons encore besoin de recherches empiriques importantes sur le sujet. Mais dans le cadre d'une recherche menée par le LAPIGE, notre laboratoire de recherche, portant sur une controverse autour d'une présentatrice météo dans l'entreprise publique d'audiovisuel, nous faisons bien émerger un autre paramètre qui devrait retenir davantage l'attention des chercheurs, celui du racisme dans les entreprises médiatiques, mais surtout celui d'un racisme bienveillant, voire de la négation du racisme structurel, qui est aussi une autre forme de violence dans la couverture médiatique de certains faits et événements. Le dernier point de l'objectivation des violences concerne aussi les étudiants et étudiantes dont les modes de socialisation les confrontent souvent très tôt à des formes de violence, de domination, de concurrence, lesquelles, sous prétexte de leur donner un avant-goût de leur future vie professionnelle, les plongent dans des représentations organisationnelles, professionnelles, des sources et des publics dans lesquels la violence occupe finalement une place centrale. Et ce que je voulais vous dire, c'est que alors que le premier ensemble de violences est visible, public, ces violences internes rencontrent des résistances à être racontées, à être crues, et elles sont beaucoup plus invisibles. La narration de ces violences aussi entre des postures de déni pour sauver l'image du journalisme, pour afficher l'importance de ce métier, pour transcender le quotidien, pour fustiger des générations, des genres ou des origines. Et cette narration aussi, donc entre des postures de déni et des revendications militantes fondamentales.
que l'on pense à Prenez la une au documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, qui ressemble à des arts de la résistance au sens d'un livre que je vous recommande aussi de James Scott qui s'appelle La domination et les arts de la résistance. Alors, ça m'amène à mon point qui m'interroge, c'est quel sens peut-on donner à ces violences? Alors, évidemment, je n'ai pas le temps de tout aborder et je voudrais me concentrer sur ce second ensemble des violences, les violences internes. Comprendre ces violences doit reposer sur un constat abrupt qui considère la violence comme étant structurelle dans le journalisme. Elle serait même systémique. Rien que de choisir de faire des études en journalisme en France, par exemple, relève d'un processus violent de sélection et de parcours hyper concurrentiel. L'entrée dans le métier aussi. Y rester est souvent une gageure, y faire sa carrière reste aléatoire. Et j'aimerais proposer pour finir 2 pistes de réflexion. La première renvoie aux violences produites, reçues, vues et reproduites et à une prise en compte globale. La seconde renvoie à ce que la violence dit du journalisme. Revenons sur le premier élément pour tenter de mieux percevoir les contours de la violence. Hélène Frappa, dans l'introduction de ses textes choisis sur la violence, rappelle que la violence serait la force en action, la force quand elle s'exerce, et qu'il faut peut-être moins s'intéresser à la nature du concept de violence qu'à ses usages spécifiques. En l'occurrence, elle renvoie avant tout au pouvoir, à son accession, à son maintien, mais aussi à sa critique, à l'opposition que celui-ci peut susciter. La violence, en tant que contexte organisationnel, que ce soit en journalisme ou dans d'autres espaces professionnels, est non seulement produite dans des moments spécifiques, par des gestes, des attitudes, des décisions, mais elle est aussi vue. Nous en sommes témoins, parfois consentants, parfois silencieux, parfois, mais peut-être plus rarement, vindicatifs. Et elle est aussi finalement reproduite, sur plus jeunes que soi ou plus précaires, ou dans une situation plus délicate. La violence n'est donc pas seulement le fait de quelques-uns. Même si les dénonciations des violences semblent de plus en plus fréquentes, certains parlent même de libération de la parole, les dénonciations sont pourtant sectorielles. Les journalistes dans les rubriques sportives, les femmes issues de groupes minorisés, les femmes. Il me semble que ce n'est pas en isolant les actes que nous pouvons mieux comprendre la violence, mais bien en posant l'hypothèse que l'environnement médiatique et les conditions économiques, et la précarisation des emplois, et la gestion des ressources humaines, et la gestion des carrières, et les violences faites à certaines catégories sociales discriminées dans les entreprises médiatiques, et les silences, et le manque de solidarité, et la cécité, forment un tout et s'alimentent mutuellement. Et que tous ces éléments doivent être pensés dans leur intersectionnalité, seuls à même d'expliquer de nombreuses situations de travail et leurs ressentis. Isoler certains faits et comportements violents d'autres faits et comportements violents n'est pas la solution. Les faits et les comportements violents ne sont d'ailleurs pas les seuls à prendre en compte. Les chercheurs, Aurousseau et Landry, insistent sur l'articulation de 3 composantes de la violence, les faits et les comportements observables, les normes partagées et la culture de référence et les impacts à tout niveau, surtout les impacts psychosociaux. Et si on s'attarde sur les normes partagées et la culture de les références, alors cela nous mène à ma seconde piste de réflexion, ce que la violence dit du journalisme. Et je voudrais articuler vraiment pour finir, je sais qu'il me reste que 0 minute. Quelques secondes. 3 manières de penser simultanément la violence. En premier lieu, la violence, son expression et sa dénonciation peuvent rendre visible, aussi visible que les violences extérieures, les rapports de pouvoir, de domination, le déni des violences, leur reproductibilité. Le journalisme peut être un environnement misogyne, machiste, raciste, cultivant ces normes et cette culture de référence basée avant tout sur un monde très masculin. C'est prouvé dans certaines rédactions, à certains moments, dans certaines interactions. Les dénonciations servent normalement à rendre visible le problème, à le gérer éventuellement, mais surtout à mettre pendant un certain temps l'attention sur ces violences. Et je voudrais que l'on puisse imaginer, concevoir que l'attachement au métier, que l'émotricité dont on parlait tout à l'heure, sert aussi à ce qui nous assujettit. Ça sert aussi à nous assujettir à la violence et en même temps, ça nous fait la reproduire et la produire. Nos émotions nous guident. Le deuxième point, très rapidement, c'est que la violence, son expression et sa dénonciation racontent aussi, et c'est parfois difficile à entendre, un certain attachement au travail qui irait du goût du travail bien fait aux disputes sur la qualité du travail. En somme, ce qui constitue l'émotricité pour les uns et les autres de faire son travail, d'y vivre quotidiennement. Donc on l'utilise, on la vit, cette violence, et on va la transformer par l'attachement que l'on porte au métier.
Et le troisième point, c'est si on s'accorde sur le fait que la violence est structurelle en société et particulièrement dans le milieu du travail, il faut alors aussi s'interroger non seulement sur les violences produites et reçues en contexte organisationnel dans les entreprises médiatiques, mais simultanément sur ce que les journalistes eux-mêmes, comme corps professionnel, au travers des médias, produisent sur les individus, sur les autres, sur la société. Les violences faites aux femmes dans les rédactions ne peuvent se penser indépendamment des violences faites aux femmes dans la société, mais aussi dans la façon dont les médias produisent des discours sur ces violences, dont ils en parlent, dont ils en montrent les traces, en racontent les circonstances. Mais ce n'est qu'un exemple. Mais je voudrais ici souligner que les violences dans le journalisme sont à penser dans le même mouvement que les violences produites par le journalisme. Je vous remercie beaucoup et je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Florence, pour cette carte blanche qui a englobé quasiment toutes les thématiques qu'on va traiter au cours de cette journée, hein, dans ta première partie, et qui a en plus eu l'avantage de mettre en évidence ce que tu as appelé les violences invisibles, auxquelles on avait peu pensé et qu'on a peu évoqué jusqu'à présent. Et je trouve qu'effectivement, ça donne une ouverture supplémentaire à cette journée concernant les risques et forcément les violences qui sont faites aux journalistes.